Bonsoir. Déjà, merci d'être à Sciences Po et merci pour cette conférence. Je suis désolée, je vais sans doute devoir partir pendant que vous répondez, mais j'écouterai en live. Mais du coup, c'était pour savoir par rapport au fait que vous prenez des risques dans votre métier, si vous pensez que déjà le métier de journaliste est plus dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était avant, et surtout du fait des sujets peut-être que vous traitez comme tout ce qui touche du coup à l'écologie, peut-être aussi par exemple à la fast fashion et tout ça, et le fait que ce soit des grandes entreprises qui aient vraiment beaucoup de pouvoir, que ce soit des gros lobbies, et du coup, est-ce que vous vous sentez de plus en danger aussi par rapport aux enjeux vraiment systémiques auxquels vous traitez? Merci. Mais de rien. Non, je vais répondre court comme ça, tu vas pouvoir écouter toute la réponse. Non, je me sens pas, honnêtement, moi, je me sens pas en danger. Après, j'ai une position particulière qui fait que je pense que les lobbies qui peuvent exercer certaines pressions, ils savent que c'est peine perdue avec moi, quoi. Que ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de me faire pression sur moi pour que je ne dise pas certaines choses. Ils savent très bien qu'au contraire, j'en parlerai, que ça m'inciterait à faire exactement ce que je vous disais tout à l'heure, que ça m'inciterait à faire exactement l'inverse juste pour les faire chier. Donc non, je pense que moi, je ne me sens pas personnellement en danger. Après, les journalistes d'investigation qui sont moins exposés, qui travaillent sur des sujets, notamment en local, notamment les journalistes qui travaillent localement et qui sont plus sujets à des pressions de groupes d'intérêt économique, etc. Oui, il y a des journalistes qui subissent des pressions, c'est une réalité. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Voilà. Alors, on a régulièrement, avant les émissions, des menaces de procès, des mises en demeure pour nous dire vous ne parlez pas de ça, sinon on vous fait un procès. Bon, jusqu'à présent, ça n'a été que des menaces, on n'a jamais eu vraiment de procès. Mais, on n'a jamais eu de procès même. Mais c'est des menaces, on va dire, légales, qui sont gérées par des avocats, etc. Il n'y a jamais personne qui m'a attendu au coin d'un parking pour me dire arrête de parler de ça, sinon tu vas avoir des problèmes. Ça n'est jamais arrivé. Il y a des gens qui menacent, qui insultent, mais c'est des anonymes qui font ça juste pour se décharger. Il n'y a pas de volonté de, comment dire, d'empêcher une enquête ou une investigation. Après, il y a des gens qui n'est pas journaliste pour le coup, mais des gens comme Pierre Rigaud, que je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un naturaliste qui travaille sur les questions notamment de chasse. Lui, voilà, qui vit dans un milieu très rural, qui est régulièrement menacé physiquement par des chasseurs qui l'attendent devant chez lui, qui le filment en voiture, etc. Donc ça existe. Mais moi, je suis mal passé pour en parler parce que je ne les subis pas, ces menaces-là. Bonsoir, moi j'ai une question plus sur ton engagement personnel et aussi le fait que voilà, tu voulais parler vraiment t'engager au niveau professionnel pour parler de toutes ces causes environnementales. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a inspiré ou quel est le moment où tu as vraiment basculé professionnellement et personnellement? Alors, il n'y a pas eu un moment particulier, ça a été vraiment un cheminement à travers mon métier, en fait, qui m'a amené à voir des situations en France et un peu partout dans le monde où j'ai été confronté à la question climatique, à la question de la biodiversité. Avant, c'était un peu abstrait pour moi, c'est devenu concret en le voyant de mes propres yeux. Et puis, je me suis rendu compte qu'on parlait vraiment pas du tout, pas du tout, très peu de ces sujets dans les médias traditionnels, quoi, et que la place de l'environnement et de ces questions-là était trop peu importante à mes yeux. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de bifurquer vers ces sujets-là en particulier, d'essayer de mettre à profit l'exposition que je pouvais avoir pour attirer l'attention sur ces sujets, et puis d'aider les associations à avoir un peu de lumière, parce que la lumière, ça veut dire les dons, ça veut dire les moyens d'agir, ça veut dire les moyens de faire bouger les politiques. Voilà, il faut utiliser les armes à notre disposition pour essayer de faire avancer les causes, quoi. Et la médiatisation, c'est une des armes principales pour réussir à débloquer certaines situations. Ça ne suffit pas toujours, ça ne suffit même pas souvent, mais en tout cas, enfin, moi, je n'aurais pas l'impression de faire mon boulot et d'être utile si je ne faisais pas ça aujourd'hui. Est-ce que, Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers qui participent plus à la cause ou tout plein de métiers peuvent servir à défendre? Super question, très bonne question, parce qu'on demande souvent ça. C'est vrai que moi, je pense que dans la plupart des métiers, on peut avoir un impact et on peut trouver du sens à ce qu'on fait. Je
je parle souvent avec des gens qui quittent un secteur parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs de ce secteur pour faire autre chose. C'est super courageux, etc. Mais je pense aussi que c'est très important d'avoir des gens engagés, y compris dans des entreprises qui ont un énorme impact environnemental. C'est important d'avoir des gens qui ont une conscience environnementale chez Total. Ça peut faire sourire, hein. Mais c'est important d'avoir des gens qui ont une conscience environnementale dans les grands groupes agroalimentaires, qui ont une conscience environnementale dans la grande distribution. Et il y en a. Et en fait, heureusement qu'il y en a. Parce que c'est comme ça que de l'intérieur aussi, on peut essayer de faire changer les choses et d'avoir un impact. Si tous les gens qui sont sensibles à l'environnement, aux animaux, etc., ils font que dans les associations, que dans les métiers green, etc., ben, les gros secteurs, on mettra des décennies à les faire changer. Et je connais plein de gens dans des grosses boîtes qui ont un énorme bilan environnemental, qui ont parfois des activités climaticides, qui essayent de l'intérieur de limiter les dégâts, de proposer d'autres solutions, etc. Donc moi, vraiment, je pense que dans tous les métiers, presque, on va peut-être en exclure quelques-uns, si tu es PDG d'une société d'exploitation du minerai de charbon, effectivement, la manière de s'engager pour le climat, à part fermer la boîte, est peut-être un peu limitée. Mais à part des exemples vraiment extrêmes, je pense qu'il y a plein de boîtes et de postes, y compris des postes de responsabilité, où au contraire, c'est super important d'avoir des gens qui sont sensibles à ces questions-là. Voilà. Moi, je ne crois pas au choc frontal entre une minorité militante et les gros industriels. Ça ne marche pas, ça fait des décennies que les militants écologistes essayent de faire ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la pression de la société, les changements sociétaux, les changements de consommation. Ça, c'est fondamental. La carte bleue, c'est aussi puissant qu'un bulletin de vote. C'est même plus puissant, à mes yeux, parce que tu votes plusieurs fois par jour ce que tu achètes, ce que tu n'achètes pas. Alors, à l'échelle individuelle, tu peux dire à quoi bon, parce que toute seule, je ne vais rien changer par rapport aux millions d'autres personnes. Mais tout seul, plus tout seul, plus tout seul, plus tout seul, ça fait beaucoup de gens. Et on le voit sur la question de l'alimentation, par exemple. Pourquoi il y a de plus en plus de produits qui sont proposés, y compris dans des enseignes de grande distribution, de viande végétale, de simili carne, etc., ce qui n'existait pas encore il y a 5 ou 10 ans. Il n'y avait quasiment aucun produit comme ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent moins de viande, qui mangent moins de poisson, et qui donc cherchent des alternatives. Donc, ça crée une demande, et la demande crée l'offre. Voilà, c'est un peu basique, mais non, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas culpabiliser d'être dans une boîte qui a un impact, d'avoir un métier, voilà, parce que justement, vous êtes à des endroits où vous pouvez essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas forcément facile, ça veut dire que ça marche à chaque fois, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc, ouais. Bonjour, monsieur Clément. Bonjour. Petite question pour revenir un petit peu sur les pressions. Du coup, le pendant des pressions, ça peut être un petit peu en fait, d'acheter les gens, et on l'a fait dans le cadre de l'enquête que là, les journalistes sont proposés 15 millions d'euros. Ah oui, pardon. Est-ce que j'ai reçu des sollicitations de ce type-là? Non, parce que je les aurais acceptés, je me serais barré à Tahiti. non, j'ai jamais reçu. Honnêtement, j'ai jamais reçu de proposition comme ça. Ouais. Et même pas, sans aller jusqu'à des sommes comme ça, jamais personne a essayé de m'acheter. En fait, si vous voulez, je pense que ça existe. Hein. Ça existe, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Mais je pense que c'est très marginal. Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes ont tout à fait conscience que si vous tombez sur un journaliste, comme c'est le cas de Victor Castanet, hein, qui non seulement ne va pas l'accepter, mais qui en plus va en parler, c'est stressant. C'est-à-dire que c'est encore pire que si vous n'aviez rien fait. Donc, je pense que ça a quand même été bien intégré. Je ne dis pas que ça n'existe plus du tout. Il y a peut-être de la corruption, j'en sais rien. J'en ai jamais été témoin et on m'a jamais proposé ça directement. Et dans toutes les rédactions où j'ai bossé, j'ai jamais assisté de près ou de loin à quelqu'un qui aurait été soudoyé par un grand groupe. Bonjour. Moi, j'ai des questions plus par rapport à votre parcours dans les deux. Parce que vous avez journaliste aussi. Et je voulais savoir ce que vous avez le plus appris quand vous recommandez le plus entre vos stages et vos pieds, du coup. Et également, à quel moment vous avez dit à la dépêche, etc., du coup, des médias écrits, à quel moment vous avez choisi de vous tourner vers la télévision? Est-ce que c'est plus, du coup, dans le cadre de vos études d'Alil que vous avez un peu touché à ça et découvert ça, ou est-ce que c'est un événement qui est déclencheur? Ouais, je t'en prie. Je me suis vraiment spécialisé dans la télé à Lille parce que en première année, c'est généraliste, donc on fait tous les médias, et en deuxième année, il faut choisir une spécialité.
Mais j'ai fait un stage à TF1 avant d'entrer à l'école de journalisme. Je suis parti 2 mois au bureau de Washington. Et c'est là que j'ai été, voilà, que j'ai vraiment adoré la télé. Je suis arrivé le jour de la mort de Michael Jackson, donc il y avait du boulot. Et donc, voilà, c'est là vraiment que j'ai appris à faire enfin, j'ai pris goût à faire la télé. Et le côté travail en équipe aussi en télé est vachement stimulant. Et le métier où tu es le plus nombreux, parce que tu as plus de gens sur le terrain en télé que dans les autres médias. Et ce côté équipe m'a plu aussi, donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Et la première question, j'ai oublié, pardon, je sais plus ce que c'est. Tu me disais, entre les piges et les stages, qu'est-ce qui m'a le plus appris? Bon, les deux. Hein. Ouais, je suis désolé, c'est pas très avancé, mais il faut faire les deux, quoi. Faut faire les deux. Ouais. Bonjour, merci d'être venu. J'avais une question par rapport au fait que dans les médias principaux, on parle de moins en moins d'écologie, surtout en vue présidentielle, là. Et justement, est-ce que vous avez un point de vue par rapport à la concentration dans les médias, enfin, la concentration des médias par les grands propriétaires? Il y a une audition souvent justement de Bolloré et tout ça qui détiennent des gros médias et au Sénat. Et quel point de vue avez-vous par rapport à ça sur la liberté journalistique derrière et les sujets traités dans les télévisions, dans les télévisions, les grands journaux, etc. Alors, moi, je ne partage pas tout à fait ton constat de début, c'est-à-dire qu'on en parle de moins en moins. Moi, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais que ça reste trop marginal. Voilà. D'ailleurs, les études qui ont été faites montrent que effectivement, la part de l'écologie grandit dans les médias. Il y a de plus en plus quand même d'émissions où c'est abordé, etc. Mais ça reste évidemment un temps d'antenne qui est très minoritaire par rapport aux autres sujets. Moi, j'ai la chance de bosser pour la télévision publique où il y a quand même plein d'émissions qui en parlent. Alors, il y a la mienne, il y a Cache Investigation, il y a Envoyé spécial, il y a Complément d'enquête. Donc, il y a quand même une offre. On en parle aussi dans les journaux télévisés. Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je pense que les journalistes ont une vraie responsabilité dans l'absence de ce sujet dans la campagne, par exemple. Parce que la campagne, certes, c'est les candidats qui essayent d'imposer leur thème, mais c'est aussi les journalistes qui acceptent de parler de ces thèmes-là. Quand tu as une émission en direct où tu as un candidat, c'est le journaliste qui pose des questions. Si tu décides de poser 40 questions sur l'environnement, ben, il y répondra, le candidat. Alors, il essaiera de partir sur autre chose, etc. Mais pour moi, le problème, il est au moins autant du côté des politiques que des journalistes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez d'environnement et on devrait imposer ce sujet-là. On devrait dire, attendez, vous avez vu Don't Look Up ou pas? Ouais, tous. C'est tellement réaliste, ce film, quoi. On devrait imposer le fait que c'est un sujet majeur. Si on perd ce combat-là, on perd tous les autres. Si on perd, parce qu'en fait, ce qui est fou avec cette campagne, c'est que tous les thèmes qui font l'actualité sont liés à l'environnement. On parle d'immigration à longueur de journée. L'immigration qu'on a aujourd'hui par rapport à celle qu'on aura dans 50 ans, même dans moins, dans 30 ans. Il y a une étude qui dit qu'en 2070, un tiers de l'humanité qui habitera dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui. Vous connaîtrez cette période-là. Moi, peut-être pas, je me le souhaite, mais vous les connaîtrez. 2070, on va avoir des dizaines de millions de personnes qui vont quitter des zones devenues inhabitables pour se réfugier dans les zones qui le sont encore. On ne pourra pas empêcher cette immigration, c'est une réalité. Et c'est dingue que dans les débats dont on parle aujourd'hui sur les questions de migration, etc., on n'aborde jamais cette question-là, qui est pourtant la question majeure sur le plan de l'immigration. On pourrait en parler de tous les autres sujets, la santé. La santé, c'est l'environnement. Les facteurs environnementaux dans le développement des cancers, dans le développement des maladies cardiovasculaires, la malbouffe, dans le développement de l'obésité, etc. Tout ça, c'est lié à l'environnement, à la destruction de la biodiversité, à l'intensification de l'agriculture, à l'industrialisation de la nourriture qu'on mange. Les experts de l'ONU sur la biodiversité, le groupe IPBES, ils ont sorti un rapport au début de la pandémie qui expliquait que plus la biodiversité va reculer, plus le nombre de pandémies va être important et plus ces pandémies vont être violentes. Les estimations qu'ils ont faites, c'est à peu près une pandémie tous les 10 ans, plus grave que celle du Covid. C'est ça, et ce n'est pas des associations qui prévoient ça, c'est le groupe IPBES de l'ONU. Et parce que plus on détruit les forêts, plus on fait reculer les écosystèmes naturels, plus on met en contact une faune sauvage avec une faune domestique, plus les virus circulent, plus ces virus sont virulents, plus ils se transmettent à l'être humain, tout est lié. Donc sur tous les termes, l'économie, quand on parle d'économie, le premier truc dont on devrait parler, c'est l'environnement.
Il n'y a pas d'économie saine, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas d'entreprises qui font du business dans un monde en crise permanente. Un monde qui n'a plus d'accès aux ressources garanties, avec la multiplication des conflits, avec des conditions climatiques qui se dégradent, avec la disparition d'un certain nombre d'écosystèmes dont on dépend pour produire certains produits, mais c'est de l'économie. Donc en fait, l'environnement, le climat, la biodiversité devraient être au cœur de toutes les questions sur tous les thèmes. Et ce n'est pas le cas. Et ça, je pense que ce n'est pas seulement la responsabilité des politiques, c'est aussi la nôtre, celle des journalistes qui posent des questions. Donc il faut absolument qu'on arrive à imposer ce débat parce qu'on est dans la situation devant tout le monde, quoi. On parle de trucs complètement anecdotiques. Alors, je ne dis pas que tout est anecdotique à part l'environnement, c'est pas ce que je dis, mais on parle de trucs qui ont quand même un impact infiniment moindre que la crise climatique ou la biodiversité, beaucoup plus que des questions majeures. Et moi, ça me désole et ça m'inquiète un peu. Ouais. Je me permets juste de rebondir sur ce que le constat alarmant que vous faites. Est-ce que vous avez ressenti déjà ce qu'on appelle l'éco-anxiété? Et est-ce que, si vous l'avez ressenti, comment en êtes-vous sorti et comment contrer ce phénomène? Non, alors j'ai jamais été victime de ce phénomène-là. Il y en a qui se sentent éco-anxieux ici, ouais. Allez-y, hein. Ouais. Non, mais il y a une étude qui est sortie, je crois que c'est le chiffre assez impressionnant, c'est un tiers des jeunes qui ressentent de l'anxiété vis-à-vis de la question de l'environnement. Franchement, on peut le comprendre, parce que vous héritez d'une situation que vous n'avez pas provoquée, face à laquelle on peut se sentir impuissant, qui nous écrase, et où en gros on vous prédit une vie horrible dans des conditions apocalyptiques. Donc franchement, ne pas être stressé, c'est quand même cool, c'est un exploit. Moi, je ne ressens pas ça parce que je suis sur le terrain tout le temps avec des gens qui font des choses. Et en fait, l'action, être dans l'action, avec des gens incroyables qui protègent des forêts, qui sauvent des espèces, alors parfois ils réussissent, parfois ils ne réussissent pas. Hein. En tout cas, ils font quelque chose, ils tentent de faire quelque chose. Et je pense que cette action, ça crée beaucoup d'espoir et ça évite de se sentir impuissant. Le pire, c'est l'impuissance. Et c'est vrai sur la question de l'environnement, mais c'est vrai sur plein d'autres sujets traumatiques. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé au moment des attentats du 13 novembre, je me rappelle de débats là-dessus. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là pour le petit journal. Et en fait, les gens qui ont été les plus, évidemment à part les victimes, qui ont été les plus choqués et les plus bouleversés psychologiquement, ça a été les témoins des fusillades, qui n'étaient pas pompiers, qui n'étaient pas médecins, qui en fait ne pouvaient rien faire, qui ont assisté à un truc horrible et qui, contrairement aux pompiers qui arrivaient, qui étaient tout de suite dans comment on le soigne, comment on le sauve, etc., eux ont été un peu plus protégés par ce bouclier d'action, et que ceux qui ont été passifs et qui ont subi cette violence sans pouvoir rien faire, eux ont été très très traumatisés. Je ne dis pas que les secouristes, etc., ont été traumatisés, mais il y avait des discussions vachement intéressantes sur ça, et effectivement, quand vous êtes dans une situation de crise et que vous agissez, même si c'est horrible, même si c'est difficile, etc., ça vous protège, parce que ça vous servez à quelque chose. Et c'est pour ça que je dis dans le bouquin que l'espoir réside dans l'action, parce que la meilleure manière de lutter contre ce sentiment d'éco-anxiété, c'est de s'engager dans les associations, de s'engager au niveau de son boulot pour essayer de faire changer les choses. Quand vous adhérez à une asso de protection de la nature ou des animaux, c'est ultra stimulant, vous participez à des actions, vous avez l'impression d'être utile, vous êtes utile, et vous rencontrez des gens qui sont dans la même démarche que vous, et ça, c'est le meilleur remède, je pense, quoi. Donc, pour celles et ceux qui ressentent cette anxiété, qui est tout à fait légitime, je pense que le meilleur moyen de lutter contre, c'est de vous investir dans des associations, dans un mouvement citoyen, d'essayer de tenter quelque chose. Ça ne marchera peut-être pas, mais vous aurez tenté quelque chose. Voilà. Et j'espère que ça marchera. On va un peu d'optimisme. J'ai l'impression d'être Didier Deschamps à la conférence de presse. Vous n'avez pas connu le petit journal? Vous n'avez pas regardé le petit journal? Si? Quel âge vous avez? Ah, donc vous aviez 13 ans, quoi. Ok. Vas-y, je t'écoute, pardon. Moi, je n'ai pas grand-chose à voir avec cette école, mais je vais visiter et je vais te demander, tu parles d'action pour le climat, tu as une manière de t'engager qui est humanistique. Est-ce que tu as un petit sentiment, parce que moi je me suis posé cette question pas mal, on va dire quelle est la bonne façon pour moi de m'engager dans cette action, et est-ce que tu n'as pas ce sentiment, est-ce que toi tu sens que
le journalisme est quand même une action presque indirecte sur son action humain. Tu mets en lumière les choses, on va dire. Est-ce que c'est la bonne manière pour toi de le faire? Et est-ce que, et pour la suite, en fait, tes projets peut-être d'implication, quels ils vont être? Comment tu vois la suite? Est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de créer et des choses à fédérer? Bon, je ne sais pas si c'est, en tout cas, c'est pas la seule manière d'agir, ça c'est clair. Je pense que c'est une des clés de ce combat-là, c'est l'information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je pense que oui, c'est utile d'avoir des journalistes, des médias qui informent sur ces questions, qui s'engagent, qui transmettent des informations aux gens, parce que c'est ça ensuite qui permet aux gens d'agir et d'essayer de réagir face à ce qui est révélé. Après, ouais, il y a mille autres manières de lutter, enfin, de défendre cette cause-là, quoi. Donc, je ne comprends pas exactement le sens de la question, mais par d'engagement politique, c'est pas la bonne manière, mais c'est une des bonnes manières, ouais, je pense. Ouais. Pour l'instant, je me sens utile dans ce que je fais et ça me plaît. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à faire bouger des choses. Le jour où j'aurai plus ce sentiment-là, je ferai peut-être autre chose. Je ne sais pas quoi, je ne vais pas réfléchir, mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans une étape où on manque d'infos et on n'a pas assez de traitement médiatique sur cette question. Donc, je me sens, voilà, je me sens utile là-dedans. Les projets, j'en ai plein des projets journalistiques, enfin, j'ai des projets d'émissions, de livres, j'ai plein de projets, mais ça reste dans le même domaine d'activité, quoi. Ouais. Je ne me présente pas à la présidentielle. C'est ça la question. Enfin, pas en 2022. Je plaisante, n'allez pas tweeter ça, je plaisante. Oui, bonjour. En fait, moi, je me demandais quel était votre avis par rapport un peu à l'utilisation systémique de l'écologie dans les programmes politiques des candidats à la présidentielle. On retrouve, par exemple, même plutôt du côté de l'extrême droite, alors que normalement, moi, j'avais le sentiment que c'était plutôt un sujet qui était pris par la gauche. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a plutôt une globalisation. Et qu'aujourd'hui, l'écologie elle est plutôt utilisée un peu comme étiquette dans tous les programmes. Et du coup, je voulais savoir quel était votre avis par rapport à ça et est-ce que vous pensez que ça va vraiment permettre d'amener plus d'écologie dans la politique aujourd'hui? Voilà, merci. Sacrée question. Bon, je ne partage pas tout à fait ton constat sur le fait de dire que les candidats d'extrême droite sont particulièrement engagés aujourd'hui sur la question de l'écologie. Enfin, j'ai mal compris. Ouais. Après, moi, je pense que quel que soit le camp politique, plus il y a de mesures environnementales dans un programme, mieux c'est. Voilà, je pense que le pire qui pourrait arriver à l'écologie, c'est justement que ce soit le combat d'un seul parti, d'une seule couleur politique, parce que dans ce cas, ça veut dire que ça restera toujours un combat uniquement partisan et qu'on n'arrivera jamais à faire avancer ces questions-là. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien que le plus de partis politiques, y compris les partis à l'extrême droite, s'emparent de ces questions. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils proposent? Et est-ce qu'ils proposent des vraies mesures? Moi, j'ai plutôt tendance à entendre aujourd'hui un discours globalement, hein, pas que à l'extrême droite d'ailleurs, à droite, à gauche, chez certains candidats, plutôt de relativisation du problème environnemental que de vraie prise en compte. Mais encore une fois, par exemple, sur la question animale, je pense que ce n'est pas un combat qui est partisan, pour le coup. Il y a beaucoup de gens à l'extrême droite qui sont très engagés pour la défense des animaux. Il y a beaucoup de gens à l'extrême gauche, il y a beaucoup de gens au centre. Il y a des gens très à gauche qui n'en ont rien à faire. Voilà. Donc, c'est vraiment pour le coup le combat typiquement transpartisan, la question animale. Et on l'a vu avec le référendum pour les animaux. On a eu plus de signatures à droite, parfois une droite assez extrême, qu'au Parti socialiste, par exemple. Voilà. Donc, il y a certains responsables politiques du Parti socialiste qui tiennent des discours ouvertement opposés au bien-être animal. C'est le cas de Boris Vallaud, qui est le porte-parole du Parti socialiste et qui travaille avec Anne Hidalgo, qui a défendu les chasses traditionnelles à la glu, etc., quand on a voulu les faire interdire. Donc, le camp de la cruauté n'a pas de couleur politique. Voilà. Il y a des gens cruels dans toutes les
familles politiques, malheureusement. Et il y a aussi des gens qui défendent les animaux dans toutes les familles politiques. Si je me permets de rebondir là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine concomitance entre certaines luttes qui sont plutôt d'un côté du spectre politique, je veux dire un mot qui va avoir l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose à explorer de ce côté-là? Est-ce que l'écologie, ça ne s'articule pas avec d'autres luttes qui sont plus d'un parti que d'un autre? Je disais tout à l'heure, l'écologie, elle est partout. Ce n'est pas un sujet détaché des autres thématiques. C'est un sujet le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité va impacter tous les secteurs de la société et tous les autres sujets. Un monde où l'accès aux ressources n'est plus garanti, où on a un air vicié qui nous rend malade, c'est un monde où il va y avoir des conflits, où il va y avoir de la violence, où ça va être la loi du plus fort pour accéder aux ressources qui sont encore disponibles. Donc, toutes les formes d'oppression qui peuvent exister se retrouvent dans la catastrophe climatique qui arrive. Donc, c'est complètement lié. Les inégalités, ça a été montré depuis très longtemps par toutes les études qui sont menées sur le sujet, que les populations les plus vulnérables au changement climatique sont les populations les plus pauvres et sont aussi celles qui ont le moins contribué. C'est ça la grande injustice du changement climatique. Ceux qui sont en première ligne, c'est les habitants du Sahel, c'est les habitants de l'Afrique subsaharienne, etc., qui ont déjà des zones qui sont en train de devenir inhabitables, qui doivent abandonner leurs terres, etc., alors que c'est des gens qui ont quasiment pas du tout participé au changement climatique. Donc tout est lié, évidemment, tout est lié. Du coup, alors, j'ai une question. Je suis là. Pardon. Par rapport au cas présidentiel également. Donc, toi, quelle serait au vu de ton expérience à la fois en France et à l'international sur les sujets écologiques et de la condition animale, quelles seraient les deux mesures les plus urgentes, les plus importantes à tes yeux? On parle beaucoup, par exemple, j'ai deux, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, certains candidats parlent de la fermeture des fermes-usines, par exemple, mais ça peut être des choses un peu moins connues, peut-être que tu as pu voir sur un autre reportage. Donc, quelles seraient pour toi ces deux mesures et quels seraient les freins qu'on peut rencontrer et comment pallier? Sur la question animale, hein, en particulier. Alors, en particulier animale, mais ça peut être aussi écologique. Sur la question animale, oui, je pense que la mesure la plus urgente et qui a le plus de portée, c'est la sortie de l'élevage intensif. Je pense qu'il faut rappeler 2-3 chiffres pour qu'on ait bien le paysage. En France, on abat 3 millions d'animaux par jour. C'est 1 milliard sur l'année à peu près. Sur ce milliard d'animaux qui sont abattus chaque année en France, il y en a 860 millions qui viennent d'élevage intensif. Donc ça veut dire que plus de 8 animaux sur 10 abattus en France sont des animaux qui viennent d'élevage intensif. L'élevage intensif, ça veut dire bâtiment fermé sans aucun accès à l'extérieur, avec une extrême densité de peuplement. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que la norme aujourd'hui, quand vous mangez au resto, au supermarché, peu importe, quand vous achetez des produits de la viande ou du poisson, ça vient d'élevage intensif, dans la très grande majorité des cas. Et ça, c'est déjà important de l'avoir en tête, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce que quand vous prenez le train, quand vous allez voir vos parents, quand vous traversez la France, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des animaux qui sont dehors. Vous voyez des vaches, vous voyez des moutons, un peu, parfois des chèvres. Vous voyez jamais de cochons. Jamais. Pourquoi? Parce qu'à 99% d'entre eux sont enfermés dans des élevages intensifs. Les poulets, c'est plus de 80% d'entre eux qui sont enfermés dans des élevages intensifs. Donc on peut avoir une déformation de la réalité, parce que quand on regarde par la fenêtre, on se dit, bah, ça va, les vaches, elles ne sont pas si malheureuses, elles sont dehors dans leur pré. Et ça représente un infime pourcentage des animaux qui sont élevés et tués en France. Donc, la priorité aujourd'hui, si on veut avoir un impact massif sur le bien-être animal, c'est d'arrêter l'élevage intensif. Comment on fait pour arrêter l'élevage intensif? Déjà, on arrête de le subventionner, parce que c'est un élevage, c'est une industrie qui fonctionne aujourd'hui parce qu'elle est subventionnée. On a vu encore il y a quelques jours un plan de soutien à la filière porcine de plusieurs dizaines de millions d'euros parce qu'ils ne s'en sortent plus, etc. Donc, on met sous assistance respiratoire un système qui n'a ni queue ni tête, qui fait souffrir les animaux, qui détruit l'environnement et qui rend malheureux les éleveurs. C'est-à-dire que même en élevant de manière ultra intensive, on a un taux de suicide énorme, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils ont des salaires de misère. Donc ça sert à qui ce système-là? Ça sert à l'agro-industrie, c'est les seuls qui gagnent de l'argent avec ce système. Donc il faut en sortir en réorientant les subventions publiques pour aider les éleveurs à sortir de ce système d'élevage. C'est possible, c'est un choix politique. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'on va donner une mesure comme ça, la réponse qu'il va y avoir en face, c'est pas réaliste, c'est pas possible, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai.
Parce que vous ne pouvez pas fermer les élevages et dire aux gens débrouillez-vous, allez à Pôle emploi. Il faut accompagner, il faut racheter les dettes des éleveurs, il faut aider à sortir de ce système, il faut créer des nouveaux élevages avec des accès au plein air, etc. Ça implique de réduire massivement la consommation de viande parce qu'on ne peut pas manger autant de viande qu'on mange aujourd'hui avec un élevage en plein air. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas fournir autant d'animaux avec un élevage artisanal. Donc, le préalable, c'est de baisser drastiquement cette consommation de viande et de financer cette sortie-là. Alors, que répondre aux gens qui vous disent « mais c'est pas possible, ça coûte trop d'argent ». Bon, il faut traiter la question, selon moi, hein, il faut traiter la question climatique et la question de la biodiversité comme une crise. Comme on a traité le Covid. Quand on s'est pris le Covid il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus tellement c'est long, on vous aurait dit dans 6 mois, vous devrez signer un papier pour sortir de chez vous, les avions ne voleront plus, les frontières seront fermées, les entreprises sont fermées, vous pourrez sortir 5 minutes à 100 mètres autour de chez vous pour faire pisser le chien et c'est tout. Et vous aurez dit, il est malade le mec qui vit dans un roman de George Orwell. Bon, ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'on a eu une menace immédiate avec des morts, pas dans 50 ans, maintenant, des morts, une économie qui menaçait de s'écrouler, avec des boîtes qui allaient mettre la clé sous la porte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 mesures d'urgence et on a injecté des centaines de milliards d'euros, le fameux quoi qu'il en coûte, dans l'économie pour éviter que cette crise s'écroule. L'argent, on l'a trouvé parce qu'on a fait face à une crise. Voilà. Sauf que la crise du changement climatique, de la souffrance animale, de la biodiversité, elle est 1000 fois pire que la crise du Covid. Le problème, c'est que ce n'est pas tout de suite. En tout cas, pas chez nous. Ce n'est pas tout de suite, c'est dans 20, 30, 40 ans que les conséquences seront vraiment dramatiques. Et donc, on considère qu'on ne peut pas régler ce problème-là tout de suite parce que la menace n'est pas imminente. Et sauf que c'est comme ça qu'il faut traiter cette question, selon moi, je pense, pour avancer. Sortir de l'élevage intensif, c'est possible, ça coûte de l'argent, au niveau européen d'ailleurs, parce que la politique agricole dépend beaucoup de l'Europe. Donc, il faut simplement avoir le courage politique de le faire. Et avoir le courage politique de dire aux gens, on mangera moins de viande. On mangera moins de viande. Quand vous en mangerez, elle coûtera plus cher. Mais en fait, revenir à ce qui était le cas il y a encore quelques décennies. L'explosion de la consommation de viande et de l'industrialisation de l'élevage, c'est très récent. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient infiniment moins de viande que ce qu'on mange aujourd'hui. Et il faut aussi avoir bien conscience que les pays riches mangent beaucoup plus de viande que les pays pauvres. On entend souvent l'industrie de l'élevage qui dit « oui, mais il faut bien nourrir la planète », comme si on n'avait pas le choix, qu'il fallait bien élever des animaux pour nourrir la planète. Bon, ils font exactement l'inverse, les industriels de l'élevage. Un Français, c'est 86 kg de viande par an et par personne. En Afrique, la moyenne, c'est 15 kg. Donc, quand on dit qu'on nourrit la planète, on nourrit les riches. Les personnes, les populations qui ont le plus besoin de protéines, qui sont le plus en manque d'apport protéinique, elles ne bénéficient pas des produits d'élevage intensif. Voilà. Donc, et on monopolise une immense surface agricole. Plus de 70% de la surface agricole mondiale, c'est l'élevage, pour nourrir des pays qui sont déjà trop nourris. Les agences de santé publique en Europe et dans les pays riches, elles disent qu'on mange trop de protéines. Alors, quand vous dites que vous êtes végétarien ou vegan, on va s'inquiéter pour savoir si vous avez des carences. On va voir si vous avez fait un peu de mal. Oula, elle est énervée, ça va, on va manger un peu de viande, ça va calmer. La réalité, c'est quoi? C'est que la carence aujourd'hui, la première carence alimentaire en France, c'est le manque de fruits et légumes frais. C'est ça la vraie carence, massive. Massive. C'est-à-dire qu'il y a millions de gens qui ne mangent pas assez de fruits et légumes frais, donc qui ont des carences en vitamines, en fibres, etc. Et en revanche, on a un excès de consommation de protéines, de produits sucrés, de produits gras. Donc la viande renforce des excès et ne fait rien, enfin la production massive de viande renforce des excès et ne fait rien pour combler les carences. Une vraie politique de santé publique, ce serait de réduire drastiquement la consommation de produits animaux et d'augmenter la production de fruits et légumes frais et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Bon, bref, je vais m'éloigner un peu, mais tout ça pour dire que la mesure la plus importante pour moi, et je pense la plus impactante, c'est la sortie de l'élevage intensif. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui a le plus d'impact en termes de nombre d'animaux, en termes de souffrance infligée, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un élevage intensif, j'en ai fait quelques-uns, un bon paquet, c'est l'enfer sur Terre ce truc. Hein. Vous sortez de là, vous n'achetez plus ces trucs-là. Hein. Et d'ailleurs, on devrait expliquer aux gens comment c'est produit, mais pas seulement nous, les journalistes engagés. On devrait apprendre dans les écoles comment on produit la nourriture. Faites le test avec des enfants, des jeunes enfants, demandez-leur, quand ils mangent du jambon ou quand ils mangent un steak, demandez-leur c'est quoi ça, à ton avis? Vous serez surpris des réponses. On a complètement perdu le lien avec les animaux qu'on mange. On a mis à l'écart de la société des lieux où on les tue. Les abattoirs, c'est volontairement des lieux qui sont opaques, qui sont cachés. Parce qu'on sait très bien, l'industrie sait très bien que si on voit ce qui se passe dedans, ça ébranle complètement le système. Et donc, on a perdu ce lien-là. Et on a, et après j'arrête parce que mes réponses sont beaucoup trop longues, mais on a tous de l'empathie. Okay, on a ce qu'on appelle
l'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle, c'est quoi? C'est quand c'est Romain Espinosa, qui est un chercheur au CNRS, qui a écrit un bouquin passionnant sur le sujet, qui explique ça. C'est vous voyez quelqu'un souffrir, vous avez une contagion émotionnelle, vous ressentez sa souffrance. Bon, si vous voyez, s'il y en a un d'entre vous, une d'entre vous, là, tout d'un coup, qui fait un malaise, qui tombe et qui s'éclate la tête sur la marche, on va tous se lever, on va dire oh là là, on va lui porter assistance, on va appeler les secours, on va agir. Parce qu'on assiste à cette scène-là. Le problème avec la souffrance animale, c'est qu'on ne la voit pas. Alors, si vous voyez un mec taper son chien dans la rue, vous allez, la plupart d'entre vous, je pense, gueuler, réagir, dire que ce n'est pas normal, etc. La souffrance institutionnalisée dans les élevages intensifs, on n'en est pas témoin, on ne la voit pas. Donc, on n'arrive pas à enclencher cette empathie émotionnelle qui correspond globalement à « je ressens ce que tu ressens ». Notre deuxième type d'empathie, c'est l'empathie cognitive, c'est « je comprends ce que tu ressens ». C'est-à-dire, je n'assiste pas à la souffrance, tu ne me transmets pas tes émotions, ta souffrance, mais je me mets à ta place, j'arrive à me mettre à ta place, à imaginer ce qu'est ta vie. Ça vaut pour les êtres humains, hein, d'imaginer la situation des gens qui travaillent, des enfants qui travaillent dans les mines, d'arriver à te mettre à leur place et donc à ressentir cette empathie, même si on n'en est pas témoin, et à essayer de modifier notre consommation. Et ça rentre évidemment en compte pour les animaux des élevages intensifs. On ne les voit pas, donc il faut qu'on fasse l'effort d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir et du coup de réveiller cette empathie cognitive, sauf qu'elle est beaucoup plus difficile à enclencher. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont sincèrement sensibles à la question animale, qui aiment les animaux et qui ne feront jamais de mal à un animal. Je pense que la grande majorité d'entre vous seraient incapables de couper le cou d'une poule ou d'égorger un cochon. Je pense que si vous allez au resto et que vous dites je voudrais un burger et qu'on vous amène la vache avec un couteau et qu'on vous dit servez-vous, monsieur, qui la tue ici? Pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aillent jusqu'au bout. Et pourtant, donc vous êtes sincèrement touchés par le sort des animaux. Et pourtant, il y en a beaucoup d'entre vous, et je l'ai fait pendant très longtemps, et je continue d'ailleurs à manger des œufs et du fromage, donc je suis très loin d'être parfait. Je continue à participer à ce système-là. Et pourtant, vous achetez des produits animaux sans avoir cette empathie qui s'enclenche, parce que quelqu'un d'autre l'a fait pour vous, parce que vous ne le voyez pas, etc. Et donc, l'information, et je rejoins sur ce que je disais à monsieur tout à l'heure, l'information pour moi est fondamentale parce qu'il faut permettre aux gens d'être témoins de ce qui se passe dans des endroits où tout est fait pour que personne ne voit ce qui se passe. Voilà. Désolé, c'est un peu long. Bonjour. Là, je vais vous parler d'un atelier qu'on fait à Sciences Po. Je suis là. Ah, ouais, merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je suis à Sciences Po en gastronomie. Et on travaille dans un atelier. Pardon. Bravo. Merci. Comment les autres. Et en fait, cette année, on travaille avec une start-up qui conçoit des cercueils en carton. C'est pas très gai. Le sujet n'est pas très gai, mais. Non, mais c'est intéressant. Parce que le funéraire, en fait, c'est un des systèmes qui consomme énormément, en fait, et qui est vraiment nocif pour l'écologie. Et en fait, on se confronte au lobbying des pompes funèbres qui sont extrêmement puissants. Et en fait, là, on désespère un petit peu de voir que c'est tellement des systèmes qui sont implantés et qui sont forts qu'on n'arrive pas à les contrecarrer finalement. Et du coup, vous désespérez jamais. Nous, on est vraiment désespérés en fait, de voir la situation. On se dit, en fait, on n'y peut rien. Je comprends ce sentiment, je comprends le sentiment un peu de David contre Goliath, d'avoir l'impression que les gens en face sont trop puissants et puis qu'on n'arrivera jamais. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer. Alors, c'est très bateau ce que je dis, mais qu'il y a des choses où on ne pensait jamais pouvoir avancer il y a quelques années, où on a réussi à avancer au prix de longues batailles, de travail associatif, etc. Sur la question animale, parce que c'est l'exemple le plus récent, l'interdiction des delphinariums, des animaux sauvages dans les cirques, des élevages de fourrure, même si ce n'est pas tout de suite, que c'est dans quelques années, il y a 5 ans, c'était inimaginable. Jamais on aurait pensé qu'on arriverait à avoir ça, parce qu'il y avait des lobbies très puissants, etc. Sur la question des chasses traditionnelles, le lobby de la chasse, c'est un lobby très très puissant. Pendant très longtemps, on a bataillé dans le vide et on n'a rien obtenu du tout. Et puis ces derniers mois, il y a beaucoup de choses qui tombent parce que le travail finit par payer, le poids de la société finit par payer, qu'il y a une majorité de gens qui décident maintenant de donner leur avis sur cette question. Donc, sur cette question que je ne connaissais pas du tout, pour le coup, moi je ne suis pas du tout informé là-dessus, vous êtes peut-être au tout début du combat. C'est-à-dire. En fait, c'est qu'il y a une boîte qui vient le premier cercueil écologique en carton vient d'être coulé en fait, par le lobby du funéraire. Ouais. Parce que, par exemple, pour l'accessibilité aux normes gouvernementales, les normes nationales qui sont très difficiles à voir. Et du coup, nous, on a peur de se casser encore une fois les dents parce qu'on voit en fait que nos collègues n'ont pas échoué, mais se sont fait.
Mais je comprends, mais voilà, vous êtes au début vous êtes dans la phase de sensibilisation peut-être même à ces questions. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience, c'est mon cas, je n'ai pas du tout conscience de l'impact de l'industrie des funérariums ou des ventuaires. Donc, c'est normal d'avoir en face des oppositions qui sont très structurées. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que les gens sont toujours beaucoup plus organisés et plus motivés à défendre des intérêts particuliers qu'à défendre l'intérêt général. C'est toujours le cas, quel que soit le secteur. C'est-à-dire, vous allez toucher à la chasse, vous allez avoir tous les chasseurs dans la rue qui vont aller voir les députés, etc. Vous n'allez pas toucher à la chasse, vous n'allez pas avoir tous les gens sensibles aux animaux qui vont se mobiliser. Parce qu'on a nos vies, parce qu'on a des trucs, etc. Mais quand ça vous touche vous, quand ça vous touche une pratique que vous faites, un plaisir que vous avez, etc., là, c'est facteur de mobilisation. Donc, c'est normal au début, surtout sur des thématiques très spécifiques comme celle-ci, que les leaders du secteur arrivent pendant quelques temps à étouffer l'alternative. Et une formule dont je ne me souviens plus très bien, mais il y a un truc qui dit d'abord ils vont se moquer de vous, ensuite ils vous ignoreront. Non, d'abord ils vous ignoreront, ensuite ils vont se moquer de vous, ensuite ils vont vous combattre et ensuite vous gagnerez. Bon, ben voilà, il y a toujours des phases dans un combat sociétal, environnemental, qui sont très déceptives et qui génèrent beaucoup de frustration, parce que c'est encore le cas sur la question animale et la question du climat, où on se dit putain, on n'y arrivera jamais, quoi. On n'y arrivera jamais. En fait, si, on y arrivera quand, je ne sais pas, mais il ne faut surtout pas lâcher, quoi. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence et la réponse. Une question avec un peu moins de hauteur, plus de la vie quotidienne. Je suis assez engagée dans ma vie perso et je fais souvent face à des remarques justement de ma fille, de personnes de mon âge, ce qui m'étonne assez puisque j'étais assez naïve et je pensais que normalement les jeunes étaient assez engagés. Je me rends compte que ce n'est pas forcément le cas. Et j'avoue qu'il y a des fois où je ne sais pas comment répondre à ces personnes qui ne sont pas informées sur ces sujets, qui sont la cause écologique et animale. On parlait des réseaux sociaux qui avaient vraiment beaucoup de force à informer, mais c'est aussi un endroit où les gens s'informent sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, et donc ils ne sont pas forcément touchés par le sujet qui les intéresse pas, ou d'investissement. Et je voulais savoir si vous avez une réponse à donner à ces personnes qui sont très distantes, qui ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'est, ou qui ça évoque plus de moquerie que d'autres choses, même si eux aussi vont être touchés, même si ce n'est pas de suite par les conséquences. Déjà, s'ils se moquent de toi, c'est déjà un bon début. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas indifférents. Ils ne sont pas indifférents. C'est compliqué parce que je peux comprendre vraiment le sentiment de dépit face à des réactions comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que. Quand j'ai envie de tousser 2 secondes, il faudra changer le micro. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne convaincra jamais 100% des gens. Voilà. Un changement sociétal, il ne s'obtient jamais avec 100% de la population. Il suffit d'avoir 10, 20, 30% des gens qui décident d'aller dans une direction pour arriver à des changements majeurs dans une société. Donc, il ne faut pas se dire qu'il faut absolument convaincre tout le monde et désespérer quand des gens s'en foutent, parce que tu auras toujours des gens qui s'en foutent. Et on ne peut même pas trop leur en vouloir, parce que, si tu veux, l'engagement, c'est aussi c'est vachement exigeant, en fait. C'est-à-dire qu'on demande à des jeunes, à des gens qui avaient votre âge, de se préoccuper de trucs super graves, avec un impact potentiel énorme. Moi, quand j'étais au lycée, mais ça me passait complètement au-dessus de la tête, ce truc-là. Je n'avais pas du tout l'environnement, je parle. Je ne me souviens pas d'avoir parlé d'environnement avec des amis. Mais pas une seule fois, quoi. C'était pas si longtemps. Il y a une dizaine d'années. Oui, c'était pas si longtemps, je vous assure. Il y a une dizaine d'années, donc j'ai pas le souvenir là-bas. Et donc, c'est vrai que vous êtes quand même mis devant le fait accompli avec, en gros, avec une forme de pression en disant « Ah, ces jeunes, ils vont changer le monde, etc. » Et parfois, il y a des jeunes, ils n'ont pas envie de changer le monde, ils ont envie d'être jeunes, de vivre leur vie, et putain, ça les emmerde de changer le monde, quoi, et qu'on mette cette responsabilité sur leurs épaules. C'est pour ça que je pense que le combat pour l'environnement et globalement tous les combats, il ne faut surtout pas que ce soit un combat générationnel. Déjà parce que c'est faux, actuellement. C'est-à-dire que quand vous regardez les associations, il y a beaucoup de retraités, beaucoup de gens d'un certain âge, parce que c'est des gens qui ont du temps, parce que c'est des gens qui s'investissent dans des structures, etc. Donc si vous enlevez les retraités, les gens de plus de 60 ans, le combat environnemental, il se casse la gueule aujourd'hui, quand vous regardez les structures. Donc moi, je ne partage pas le truc de dire oui, les jeunes, ils sont tous engagés pour le climat, c'est les jeunes, c'est tout le monde qui doit s'y mettre.
Et ça doit être intergénérationnel. Il ne faut surtout pas se dire, bon, il y a les boomers d'un côté qui s'en foutent et les jeunes qui sont révolutionnaires, parce que c'est faux et c'est contre-productif. Et donc, je pense qu'il ne faut pas te mettre une pression trop forte sur des gens qui s'en foutent, tant pis, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui vont t'écouter, il y en aura d'autres que tu vas pouvoir convaincre. Et puis les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, dans 5 ans, ils sont peut-être encore plus engagés que toi. Des exemples comme ça, j'en ai 50 autour de moi. Il y a 5 ans, quand je suis devenu végétarien, j'ai certains de mes meilleurs potes qui me riaient au nez, qui disaient ah, le bobo, la salade, le lapin, enfin, voilà. Maintenant, le mec est vegan. Et c'est lui qui me dit que je ne suis pas assez engagé. Donc, si tu veux, il ne faut jamais désespérer, quoi. Les gens peuvent changer. Et souvent, les gens qui sont dans une réaction de ouais, n'importe quoi, c'est parce qu'ils sont dans une situation de dissonance cognitive, qu'ils savent bien qu'au fond, tu as raison, mais qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, que donc ils préfèrent se moquer. Et il faut, un, pas le prendre personnellement, deux, pas désespérer, et puis trois, tu ne parles plus de ce sujet-là avec eux, et puis un jour, ils y reviendront naturellement. Moi, j'ai une règle de base, et je suis sûr qu'il y a plein de végétariens qui sont comme moi, ou de véganes qui sont comme moi, ou de gens engagés pour le climat, c'est que je ne parle jamais de ce truc-là en premier. Parce que je ne veux pas être le relou qui vient parler de son truc. Donc, je n'en parle jamais en premier. Mais on me pose toujours des questions sur le sujet. Toujours. Donc, le sujet, il vient naturellement sur la table. Et chaque personne qui change, même si autour d'elle, ça ne change pas ou ça met du temps à changer, c'est un relais incroyable. Tout le monde est un ambassadeur parce que les médias, c'est important, la diffusion de combats à grande échelle, c'est important, mais le truc le plus efficace, c'est que tu es une personne dans une famille qui décide, par exemple, d'arrêter de manger de la viande, qui décide d'arrêter de prendre l'avion, je n'importe plein d'exemples. Voilà. Et bien en fait, ça va susciter peut-être des crispations, des énervements, des moqueries, mais ça suscite la discussion. Quel que soit le ton de la discussion, ça suscite cette discussion-là. Et donc, tu fais rentrer des sujets dans des sphères où il n'y avait pas de débat autour de cette question. Et donc, chaque personne qui change, ça a un impact énorme sur petit à petit les gens qui l'entourent, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir sensible à ces questions-là. Ça n'arrivera pas. Mais ça fonctionne quand même. Et donc, plus on est nombreux, plus ça sera efficace. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions à vous poser sur des thèmes différents. La première, c'est pour rebondir sur, au début de conférence, vous avez parlé de la fausse neutralité des journalistes, selon vous, qu'on est toujours positionné par rapport au parcours de vie. Et vous avez cité, par exemple, des journalistes et des journaux qui se positionnent derrière un candidat. Et du coup, je voudrais savoir si vous... Je m'attendais à celle-là. Ah, mais voilà, la voici. Si vous vous positionnez, et si vous avez envie de m'en parler, derrière un candidat en particulier. Et ma deuxième question, c'est pour rebondir sur l'élevage intensif et sur la condition de certains agriculteurs qui sont du coup pris dans un système qui les dépasse. On voit différents films qui sortent et qui sensibilisent sur cette cause, comme par exemple l'animal des séries de gens au nom de la terre. Et donc, ça touche de plus en plus de personnes. Et on voit que les agriculteurs restent dans ce problème. Et ma question est, on voit qu'il y a des réponses qui sont données, notamment par la gauche ou les écologistes, qui, comme vous l'avez rappelé, qu'on peut sortir de ce système infernal qui est l'élevage intensif. Et pourtant, on entend des agriculteurs qui n'ont pas confiance en les écologistes dans ces solutions-là et qui délivrent ces solutions-là et qui préfèrent se ranger derrière d'autres partis politiques. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez et les causes de cela, si vous avez une idée. Merci. De rien. Alors, sur la première question, non, je vais d'abord répondre à la deuxième, comme ça énerve le suspense. C'est une technique de journaliste, c'est ce qu'on appelle les cliffhangers pour garder du suspense et faire rester les gens. Non, sur l'élevage intensif, évidemment, moi je ne pense pas que les éleveurs soient. Les éleveurs ne sont pas responsables du système dans lequel ils se trouvent. C'est le fruit d'un choix politique, l'élevage intensif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on a décidé d'industrialiser l'élevage, on a incité les éleveurs à s'équiper de plus en plus, à agrandir de plus en plus les élevages à travers des subventions, à travers des prêts bancaires, etc. Tout ça est un système volontaire qui résulte de choix politiques. Donc aujourd'hui, effectivement, ils sont... alors, il y a des gens qui maltraitent les animaux parmi les éleveurs,
volontairement de manière sadique. Il y en a aussi qui ne le font pas et qui exercent une maltraitance systémique sans vouloir faire de mal, mais le système même dans lequel sont les animaux fait qu'ils sont maltraités quoi qu'il arrive. Et il y a plein de gens qui voudraient sortir de ce système, qui n'en peuvent pas, parce qu'ils sont endettés jusqu'au cou, parce qu'ils ont investi des millions d'euros dans des structures qui ne leur apportent pas un copec, parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, et parce qu'on ne leur propose pas de porte de sortie. La seule porte de sortie qu'on leur propose, c'est investissez encore plus, on va subventionner, vous allez produire plus, vous allez peut-être tirer un peu plus de marge. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Et quand vous dites qu'ils ne croient pas dans les écologistes, mais ce combat-là, ce n'est pas un combat d'écologistes. Ce n'est pas un combat d'écologistes, c'est un combat qui devrait être de tout le monde. Parce que, la souffrance animale, ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est-à-dire que vous pouvez vous en foutre du changement climatique et être sensible à la question animale, même si c'est souvent lié, mais la souffrance animale, c'est un problème éthique avant d'être un problème écologique. On fait souffrir des êtres sensibles, on sait qu'ils souffrent, on le fait consciemment. Donc on peut être de plein de partis différents et avoir cette sensibilité-là. Ce n'est pas réservé aux écolos. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, je ne pense pas qu'il faut que ce soit que les écologistes qui portent cette solution-là. Il faut que ce soit porté par le plus de partis politiques possible et que ce soit une politique publique, un autre choix qui soit décidé. Et ce qui est dommage sur cette question d'élevage intensif, c'est que quand vous regardez les sondages, l'écrasante majorité des Français et des Françaises sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif, quasiment 90%. Donc en plus, il y a la base populaire pour aller vers ces mesures-là. Il manque le courage politique de le faire et de proposer des solutions aux gens qui sont coincés dedans. Maintenant, deuxième question, première question. Moi, je me suis fixé une ligne que je me tiens depuis plusieurs années, que je continue à tenir, c'est que je n'appelle pas à voter pour des partis ou des candidats. Voilà. Pour une raison simple, c'est que j'estime que les causes que je porte, les alertes que je peux faire, doivent être par nature transpartisanes. Et qu'en fait, ces alertes et ces informations, elles s'adressent à tous les partis politiques et à tous les candidats politiques. À partir du moment où je vais soutenir un candidat ou une candidate, les autres n'écouteront plus ce qu'on a à dire, ce qu'on a apporté à la connaissance du public. Donc moi, ce n'est pas mon rôle d'appeler à voter pour quelqu'un, c'est aux gens de faire leur choix en connaissance de cause. Moi, j'espère que les questions qu'on porte vont être appropriées par le plus de candidats et de candidates possible. Et mon rêve, c'est qu'il y ait tous les candidats à la présidentielle qui parlent d'écologie souvent, tout le temps, dans tous les médias, etc. Voilà. On m'entend ? Oui, on vous entend. Je ne vous vois pas. Ah, salut. Je tenais à revenir sur votre parcours de journaliste. Ce soir, à plusieurs reprises, vous avez évoqué les menaces et les attaques envers les journalistes. Et justement, à ce titre, il y a plusieurs années, vous avez été accusé, vous et Martin Veil, d'harcèlement moral et raciste envers d'anciens camarades de l'ESJ, dont Nassera El Moadem, qui était au Monde Blog et aujourd'hui à Inter. Je tiens à dire que l'ancien directeur de l'ESJ avait confirmé ces faits, et vous, à l'époque, vous aviez réfuté ces accusations et refusé de l'excuser, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis ? Non. Non, parce que tout ça est faux. Tout ça est complètement faux. Je me suis déjà exprimé sur le sujet plein de fois. Il n'y a jamais eu aucune procédure. C'est juste des mensonges. Et donc, je ne m'excuse pas pour des choses que je n'ai pas faites. Malgré le fait que le directeur de l'ESJ ait confirmé... Il n'a rien confirmé du tout. Merci. De rien. Est-ce que vous pouvez répondre à une question du chat ? C'est pas au vieux chance qu'on apprend à faire la grimace. De Esther. Esther, c'est toi ? Non, c'est une autre. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à envisager un pass écologique dans le futur ? Un pass écologique ? C'est-à-dire ? Ça a été déjà évoqué à l'Assemblée. C'est un QR code ? Voilà, je n'ai pas compris la question. Ouais, je ne sais pas non plus. Bon, Esther, si elle veut se manifester. On aura peut-être des précisions sur ce pass écologique. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que vous avez évoquées et ça me fait très plaisir. Je vais vous poser deux questions qui sont sur des sujets, j'ai envie de dire, vraiment d'actualité et j'ai envie de connaître votre avis dessus. Okay. Donc déjà, la première, c'est sur quel est votre avis sur les COP. Voilà. Si c'est à vos yeux quelque chose d'utile ou d'efficace. Alors les COP, c'est, pour ceux qui ne sauraient pas, les conférences des partis, c'est un rendez-vous annuel, les COP, c'est annuel, hein. Ouais. Oui, c'est annuel. Où c'est tous les représentants des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour faire le point sur où on en est des objectifs
climatique et biodiversité qui ont été fixées par le traité original, on en est à la COP 27 ou 26, donc il y a 26 ans, je ne sais plus lequel c'est. Et depuis l'accord de Paris, les COP reviennent sur savoir où on en est d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de toutes les mesures qui ont été prises. On ne peut pas dire que ce n'est pas bien, puisque c'est des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour parler de qu'est-ce qu'on fait pour le climat, etc. Donc, sur le principe, c'est bien, c'est même indispensable. La question, c'est qu'est-ce qui en sort vraiment? Est-ce que les objectifs qui ont été fixés sont tenus? La réponse est non. Est-ce que les objectifs sont améliorés? La réponse est globalement non. Et donc là, ces dernières années, les COP, c'est simplement une chambre d'enregistrement qui consiste à dire, et d'ailleurs le président de la dernière COP a conclu la COP en pleurant, en disant qu'il était désolé, et cette scène était ahurissante. On avait un président de la COP qui reconnaissait l'échec le fait que les mesures annoncées n'étaient pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc on a un fossé entre ce que préconisent les scientifiques, ce qu'attend l'opinion publique et ce que proposent les responsables politiques. Ça, il y a un vrai fossé. La raison de ce fossé s'explique parce qu'à l'épreuve du pouvoir, ils sont confrontés à différents groupes d'intérêt, de pression, et qu'il y a certains groupes qui sont plus faciles à affronter que d'autres. Et globalement, vous avez moins d'emmerdes quand vous êtes candidat ou quand vous êtes représentant d'un État à ne pas faire grand-chose pour l'écologie qu'à faire des choses ambitieuses. Faire des choses ambitieuses, ça va vous attirer des pressions, des financements qui vont sauter, des manifestations, voilà, on l'a vu dans ces dernières années. Ne rien faire, à court terme, politiquement, ça ne vous apporte pas beaucoup d'emmerde. Alors, de plus en plus, et c'est tant mieux, il y a de plus en plus de mouvements citoyens qui se montent, de manifs pour le climat, d'initiatives politiques, d'associations, etc. Donc tant mieux. Mais aujourd'hui, le rapport de force, il est toujours à la défaveur des gens qui veulent des mesures plus ambitieuses pour le climat et la biodiversité. Donc c'est comme ça que ça s'explique, je pense. C'est qu'en fait, le changement climatique, c'est un truc avec énormément d'inertie. Même si on arrête aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, on va continuer pendant 20, 30, 40, 50 ans à subir les effets du changement climatique et des émissions qui ont déjà été émises. Et donc, dans un temps politique, où vous êtes là pour 5 ans, pour 10 ans, peut-être même pour 15, les mesures que vous allez prendre, qui peuvent être désagréables pour certaines personnes, ne vont pas vous rapporter un bénéfice politique immédiat, parce que vous allez fâcher des gens et rien ne va se passer dans les 20 prochaines années, rien ne va s'améliorer dans les 20 prochaines années. Et donc forcément, beaucoup de responsables politiques sont tentés de ne pas faire grand-chose, en tout cas d'en faire le moins possible, pour ne pas avoir trop d'emmerdes, et en se disant que le bénéfice politique d'une mesure ambitieuse pour le climat, il n'en récoltera pas les fruits. Et donc c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme et penser à long terme, penser au-delà de sa propre vie, au-delà de sa propre carrière, et arriver à prendre des décisions courageuses qui sont difficiles à prendre, mais qui auront un impact dans quelques décennies. J'aurais tendance à vouloir répondre en tant que bonne science-piste. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas que la gouvernance écologique devrait se faire à notre échelle, devrait pas se faire avec les chefs d'État, etc. Mais je vais d'abord vous poser ma deuxième question, du coup. Et c'est sur un autre sujet qui est un peu d'actualité, qui est revenu dans les débats pour le présidentiel actuel. C'est sur le nucléaire. Ouais. Et quel est votre positionnement là-dessus, si vous m'en avez un, si vous avez un avis dessus? Vous avez 3 heures. Oui, ça aussi, j'ai compris. Le nucléaire, c'est un sujet qui est très, très compliqué. C'est un sujet qui est très compliqué. C'est un sujet où moi, je regrette l'hystérisation du débat. C'est-à-dire que soit vous êtes pro, soit vous êtes anti. Soit vous êtes pro-nucléaire, soit vous êtes pro-éolienne. D'ailleurs, quand vous écoutez les candidats à la présidentielle sur ce sujet, c'est assez hallucinant, quoi. Marine Le Pen, elle propose de démonter toutes les éoliennes. On démonte toutes les éoliennes. Il y en a d'autres qui disent on arrête tout, on sort du nucléaire, on fait que du renouvelable. Ce qui est pas non plus réaliste à court terme. Moi, plus je travaille sur le sujet, plus je me rends compte que ce sujet du nucléaire est très complexe. Très complexe. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est avoir un vrai débat de société, mais au-delà des candidats à la présidentielle qui sont dans des postures, parce que c'est un choix de société, savoir ce qu'on va faire avec le nucléaire. Le nucléaire, vous réfléchissez à plusieurs décennies. Quand vous décidez de créer une centrale, d'arrêter une centrale, ça prend 20, 30, 40, 50 ans. Donc, c'est même un choix sur plusieurs générations. Donc, ça ne peut pas faire l'objet de débats hystériques sur un plateau de télé où soit on est contre, soit on est pour.
La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez une France qui est dépendante au nucléaire. Donc, si vous arrêtez les centrales nucléaires à court ou moyen terme, on n'aura pas le temps de compenser ça entièrement par des renouvelables. Ce n'est pas réaliste à court terme, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passera si on arrête tout le nucléaire? On compensera par des importations d'énergie qui viennent de l'étranger, de gaz, de charbon, etc. Ce qui, d'un point de vue climatique, a aussi un énorme impact. Donc, je pense qu'il faut reconnaître la difficulté du sujet et savoir les plus et les moins de chaque énergie. Le nucléaire, il y a d'énormes soucis avec le nucléaire. Les déchets, on ne sait pas les gérer. On crée des déchets radioactifs depuis 50 ans et on continue à en créer qu'on ne sait pas rendre non radioactifs. Ce qu'on appelle les HAVL, c'est-à-dire les déchets haute activité à vie longue, qui sont les résidus de combustible des réacteurs nucléaires, ils restent radioactifs, très radioactifs pendant au moins 100 000 ans. Au moins 100 000 ans. Donc on crée des déchets qu'on va non seulement léguer aux générations futures, mais peut-être même aux civilisations futures. C'est vertigineux comme problème. Donc ça, c'est un vrai souci. Et les gens qui disent non, mais il n'y a pas de souci, le nucléaire, c'est génial. Non, il y a ce problème, c'est un vrai problème, il faut en parler. On stocke des déchets très très dangereux qu'on ne sait pas rendre moins dangereux. Voilà. En revanche, effectivement, le nucléaire produit de l'énergie, beaucoup d'énergie, en émettant très peu de gaz à effet de serre. Beaucoup moins que les autres énergies qui aujourd'hui permettent d'alimenter nos sociétés. Donc la première chose à faire déjà, c'est de réduire notre consommation électrique, de chercher à être un peu dans la sobriété, par exemple, juste sur la question de l'isolation des logements, si vous isolez tous les logements de France, je ne sais plus quel est le chiffre, donc je ne veux pas le donner parce que je vais dire une connerie, mais vous y regardez sur Internet, je crois que c'est quasiment un tiers de la consommation totale d'électricité dans notre pays qui pourrait être évitée si on rénovait toute l'isolation de tous les logements de la France. Donc déjà, ça me paraît être un sujet super prioritaire. Et le problème du nucléaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve dans une situation où nos centrales arrivent en fin de vie. Donc là, on ne peut pas les arrêter. Si on arrête les centrales là, on importe de l'énergie fossile qui vient de l'étranger ou on crée de l'énergie fossile. Les gens qui vous disent que tout de suite on peut tout remplacer par du renouvelable, c'est pas possible. Voilà. Donc de chaque côté, je trouve qu'il y a c'est soit le nucléaire c'est génial, soit le nucléaire c'est horrible, soit les éoliennes c'est génial, soit les éoliennes c'est horrible. Les éoliennes, ça fait partie du mix énergétique qu'il faut faire. Enfin, utiliser le vent, ça me semble être normal, mais c'est pas suffisant parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Parce que les éoliennes posent aussi un certain nombre de problèmes en termes de biodiversité. On est en train de se demander aujourd'hui quel est l'impact sur le milieu marin, les parcs éoliens offshore, quel est l'impact sur la faune marine, quel est l'impact sur les couloirs de migration, quel est l'impact aussi en termes de production de béton, de production de matériaux qui ne sont pas recyclables. Donc il y a des vrais sujets en fait. Il faut accepter de discuter de tous ces sujets. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. On est dans une situation où si on veut continuer à produire plus d'électricité, on n'a pas de bonne solution. On n'a pas de solutions qui n'ont pas d'impact. Voilà. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faudrait que ce soit un débat presque qui fasse l'objet d'un référendum, je ne sais pas, mais qui soit un débat national, parce que c'est un choix de société qui nous engage sur des décennies et peut-être même des siècles. Voilà. Et je trouve que les débats aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, parce que c'est très noir et blanc, et moi, plus je travaille sur ce sujet-là, plus j'ai l'impression que ce n'est pas du tout noir et blanc, quoi. Et que c'est très complexe, et que ça pose des problèmes, et qu'on n'a pas de solution immédiate pour arrêter le nucléaire, quoi. Voilà. Donc je suis ni pro ni anti, je suis réaliste sur la situation et c'est dur d'avoir un avis tranché. Parce que c'est un truc qui est tellement complexe, le nucléaire. Enfin, les candidats, quand ils en parlent, ils racontent n'importe quoi. Vous demandez à des experts du nucléaire ou même à des experts des énergies renouvelables, les candidats racontent n'importe quoi sur le nucléaire. Des simplifications qui sont faites, on parle de trucs qui n'ont aucun rapport entre eux. Enfin, on parle de, par exemple, est-ce que vous savez qu'on rejette de l'eau radioactive aujourd'hui dans les fleuves et dans la mer en France? Ça, c'est une réalité. Déjà, les gens ne le savent pas. Une centrale nucléaire implique de rejeter des effluents radioactifs, alors qu'ils sont en dessous des seuils. Il y a des seuils, c'est toujours pareil, il y a des seuils autorisés, vous êtes en dessous. Mais on rejette dans le Rhône, on rejette dans la mer du Nord, on rejette dans la Garonne, avec la centrale d'eau de Flèche, on rejette des effluents radioactifs. Ça, déjà, il faut en parler parce que personne ne le sait. Et ça, on n'en entend jamais parler. La question des déchets nucléaires qui restent radioactifs pendant 100 000 ans, le projet de l'État, c'est d'enfouir ces déchets nucléaires sur le site de Bure, dans la Meuse, à 500 mètres sous terre, de les mettre là et puis de reboucher le trou dans 100 ans et puis d'espérer qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Les gens qui sont pour ont tendance à occulter les éventuels problèmes qui pourraient se passer, c'est-à-dire que pendant 100 ans,
ce site va être actif, donc ça suppose que la société humaine dans laquelle on est soit stable pendant son temps, parce que si jamais il y a un conflit, si jamais il y a un truc qui se passe mal, qui va s'occuper de ces déchets, qui va les protéger, qui va les surveiller, tout ça c'est totalement imprévisible. On parle d'échelles de temps qui sont tellement longues que c'est absolument imprévisible. Et à l'inverse, les gens qui sont contre l'enfouissement, mais du coup on fait quoi? Où ils sont stockés les déchets nucléaires aujourd'hui, vous savez? Ils sont stockés, les plus dangereux, ils sont stockés sur le site de la Hague, l'usine de la Hague, à côté de Dunkerque, dans des sarcophages, dans un hangar. Voilà. Ils sont stockés en surface, ces déchets nucléaires. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Personne n'a de bonne solution. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis super nuancé et où j'ai beaucoup de mal à avoir un avis tranché.